Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour vous expliquer un peu le cours pour ceux qui n'étaient pas là. J'ai filmé l'écran du prof, n'est-ce pas, quand il faisait le cours, mais le début n'a pas été filmé. Donc je vais vous expliquer le début du cours et puis je vais compléter à ce que le prof a fait. Et puis vous allez avoir tout ce que vous avez loupé hier pour ceux qui n'ont pas suivi le cours. Voilà. Donc d'abord nous avons le plan. Dans ce cours, on va voir les généralités et structures de contrôle. C'est sur ce chapitre-là seulement qu'on a travaillé hier. Donc les tableaux, algorithmes, procédural, du moins enregistrement fichier, on n'a pas fait tout ça là hier. On a vu seulement les généralités et structures de contrôle. On n'a même pas touché les structures de contrôle, c'est les généralités qu'on a touché un peu hier. Voilà, donc les objectifs, vous pouvez lire ça vous-même après, décrire ce que c'est qu'un algorithme. Donc c'est la partie là seulement qu'on a vu un peu, décrire les notions de base et la structure de contrôle, voilà, d'un algorithme. Donc c'est les deux là on va voir. L'introduction, comme vous pouvez le voir, il a expliqué un peu euh, ce que c'est qu'un programme informatique et autres et autres. Donc pour ceux qui vont lire l'introduction, ils vont comprendre. Donc on nous dit que l'écriture euh, d'un programme informatique est une tâche qui exige beaucoup de rigueur. Les ordinateurs exigent, comment dirais-je, la perfection et la précision. C'est-à-dire si tu t'es trompé avec quelques virgules notes, seulement ça suffit pour dire que ton programme ne va pas marcher, n'est-ce pas? Donc il faut être très rigoureux et aussi très précis. Les instructions qui leur sont données, voilà, ils ne viendront à l'idée de personne de rédiger une dissertation sans au préalable construire un plan. Donc avant de faire une dissertation, on doit construire un plan. C'est de même pour les ordinateurs. Avant d'écrire un logiciel, on doit d'abord construire un plan. Avant d'écrire un programme, on doit d'abord avoir un plan, n'est-ce pas? Donc pour ceux qui vont lire ça, ils vont comprendre. Voilà. Maintenant, attaquons maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On va voir d'abord les généralités. Voilà. On a l'historique. Donc le mot algorithme vient de la forme latine algorithmus, qui est du mathématicien arabe Al-Khwarizmi. Donc faites un peu de recherche sur Al-Khwarizmi, vous allez savoir c'est qui. Voilà. Faites un peu de recherche sur lui, vous allez savoir c'est qui. Maintenant, venons un peu sur un algorithme est une suite ordonnée et finie d'instructions élémentaires permettant de résoudre un problème. Il reçoit en entrée des données pour produire le résultat en sortie. Donc ici, je vais vous expliquer un peu. Donc on dit un algorithme est une suite, n'est-ce pas, ordonnée et finie d'instructions. N'est-ce pas, pour faire la sauce, pour faire la sauce en cuisine, on a une suite finie et ordonnée d'instructions élémentaires qui nous permettent de préparer la sauce. C'est-à-dire, on a euh, les légumes, n'est-ce pas? On a les légumes, c'est ce qu'on appelle une recette en réalité. Ce qu'on appelle une recette. On a la viande, on a les épices et autres, n'est-ce pas? Donc, les instructions, c'est ce qu'on appelle les recettes. D'abord, on met d'abord la viande dans la sauce, après on ajoute les légumes, après on ajoute les épices. Vous voyez, non, c'est une suite finie et ordonnée, n'est-ce pas, d'instructions. Donc, qui va nous permettre de résoudre un problème. Ça va nous permettre d'avoir la sauce à la fin de notre recette, n'est-ce pas? Donc c'est un peu pareil à l'algorithme. C'est une illustration pour comprendre la définition. Donc il reçoit en entrée des données, puis produit des résultats. C'est-à-dire, euh, on lui donne des instructions et à travers ces instructions-là, il nous donne des résultats. Donc c'est par exemple, tu lui demandes de calculer 2 plus 2 et lui il t'affiche 2 plus 2 égale à 4, n'est-ce pas? Donc il reçoit en entrée puis produit des résultats en sortie, n'est-ce pas? Donc c'est ça. J'espère que vous allez comprendre bien la définition parce que c'est très important. On a aussi une autre définition qui dit un algorithme est un pseudo-langage utilisé comme interface entre le langage humain et le langage machine. Donc ici, ça veut dire que l'algorithme, d'après le prof hier, il dit c'est l'algorithme, le langage algorithmique est l'intermédiaire entre la machine et les langages de programmation. N'est-ce pas? L'intermédiaire entre la machine et les langages de programmation. Donc, donc, l'humain utilise l'algorithme pour résoudre
les problèmes. C'est un pseudo-langage, n'est-ce pas, qu'utilise l'interface du langage humain et la machine. Du moins, c'est l'intermédiaire entre le langage humain et la machine, n'est-ce pas? Donc, si vous comprenez ça, ça sera déjà très bon. C'est-à-dire, l'homme, lui, il parle l'algorithme et il écrit l'algorithme et il traduit ça dans un langage de programmation. Et ce langage de programmation est compris par la machine qui va compiler et afficher le résultat, n'est-ce pas? Donc, l'algorithme est l'intermédiaire, n'est-ce pas, entre l'homme et la machine. Donc, l'algorithmique, c'est la science qui étudie les algorithmes. Donc, on a l'algorithme la science qui étudie les algorithmes est appelée algorithmique. Maintenant, on a les notions de base. Théorie de calculabilité, on parle de Turing-Church. Le problème ayant une solution algorithmique sont résolus par la machine de Turing. Alors, faites un peu de recherche sur Turing, vous allez voir la machine de Turing. On a aussi la troisième loi de Creuer. Un programme informatique ne fait jamais ce que vous voudrez qu'il fasse. Il fait seulement ce que vous lui dites de faire. Ça, c'est très correct. Parce que si tu n'as pas ordonné par exemple, tu lui demandes de faire des calculs, n'est-ce pas, et puis tu te trompes dans les instructions que tu lui as données, ça ne va pas fonctionner. Parce qu'il lui ne fait seulement ce que tu lui dis de faire, mais il ne va pas faire ce que tu veux qu'il fasse en réalité. Par exemple, il y aura des problèmes où il ne pourra pas résoudre, n'est-ce pas? Bien vrai que tu veux qu'il le fasse, mais il ne pourra pas, en quelque sorte. Il y a des problèmes qui restent toujours choses difficiles à résoudre avec un ordinateur. Donc voici le résumé que vous devez apprendre. Mais la partie qui m'intéresse, c'est cette partie-là, structure générale d'un algorithme. C'est cette partie-là que je vais vous expliquer, n'est-ce pas? Le reste, le prof l'a déjà fait. Donc dans cette partie-là, on a la structure générale d'un algorithme, n'est-ce pas? Un algorithme est considéré comme c'est une recette, c'est-à-dire une suite finie et ordonnée d'instructions permettant de résoudre un problème. Donc ici, pour la recette, n'est-ce pas, pour la structure générale de l'algorithme, on écrit d'abord, par exemple, on veut écrire un algorithme qui nous permet de calculer 2 plus 2, de calculer la somme de deux nombres par exemple. Donc d'abord, on a le nom de l'algorithme. Voilà comment on écrit le nom de l'algorithme, n'est-ce pas? On écrit algo, mais espace, et puis on écrit le nom de l'algorithme. Et ici, le nom, on nous dit, le nom de l'algorithme, c'est un identifiant symbolique que le programmeur donne à chacun de ses algorithmes. Donc c'est comme ta recette, quel nom tu vas donner à ta recette, en quelque sorte. Ta recette de cuisine, mais la sauce que tu veux préparer, quel nom tu vas donner à ta recette de cuisine. C'est en quelque sorte ça. Le nom décrit, c'est un identifiant qui symbolise ta recette. C'est de la même manière, c'est un identifiant qui symbolise, n'est-ce pas, tes algorithmes, n'est-ce pas? Donc ici, le nom, on a nom de l'algorithme. Pour écrire le nom, si il y a le nom est constitué de plusieurs mots, on ne sépare pas ces mots-là par des espaces, mais on met plutôt un underscore que vous pouvez voir là, ici et là, n'est-ce pas? Maintenant, après ça, ça c'est l'entête. Le nom de l'algorithme, c'est l'entête, n'est-ce pas? Après ça, on a la zone de déclaration. La zone de déclaration, c'est là où on déclare les variables. C'est là où on déclare les variables. Vous allez voir les variables plus bas, ce que c'est que les variables. Donc c'est ici qu'on déclare les variables. Après ça, on a le corps de l'algorithme. C'est ici on donne les instructions, n'est-ce pas? C'est-à-dire, par exemple, ta recette. Ici, tu as le nom de ta recette. Ici, tu as les ingrédients. Tu mets les ingrédients que tu vas utiliser pour préparer, pour réaliser ta recette ici. Et puis, tu mets les instructions qu'il faut pour réaliser ta recette. Les instructions se trouvent dans cette partie-là. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Après ça, maintenant, ça, on appelle ça le corps de l'algorithme. Vous voyez un peu. Donc, après ça, on va définir ce que c'est qu'une variable. Donc, une variable est une structure de données utilisée pour stocker des données en mémoire, n'est-ce pas? C'est une structure de données utilisée pour stocker des données en mémoire. Donc, supposons que nous avons, le prof va expliquer ça plus bas là-bas, hein, voilà. Vous connaissez une variable, par exemple, on considère
une boîte, n'est-ce pas? Une variable, c'est comme une boîte vide dans laquelle on va stocker des données, n'est-ce pas? C'est comme une boîte, c'est comme, prenons la mémoire de l'ordinateur comme une bibliothèque, n'est-ce pas? Dans la bibliothèque, nous avons des espaces vides, nous avons des colonnes qui sont vides dans lesquelles on va stocker les livres, n'est-ce pas? On va donner les livres comme on appelle ça, par groupe. Par exemple, les livres traitant la philosophie dans un groupe, les livres traitant la littérature dans un groupe, voilà, ce genre de choses, les livres de sciences dans un groupe, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'est constituée la mémoire de l'ordinateur. Donc, quand on déclare une variable, ça consiste à réserver un espace, n'est-ce pas? Un espace pour stocker, n'est-ce pas? Une structure, pour stocker des données, n'est-ce pas? Pour stocker des données à l'intérieur. Les données peuvent être des chiffres, des nombres, des caractères, et autres, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc, c'est comme si on réservait, c'est comme si c'était une boîte vide qu'on réserve, qu'à l'intérieur, on va stocker des données. C'est ce qu'on appelle une variable. Donc, la déclaration d'une variable correspond à la réservation en mémoire d'un espace pour toutes les données utilisées dans notre programme. Vous voyez un peu, non? Donc, quand on déclare une variable, c'est comme si on réservait un espace en mémoire, n'est-ce pas? On réservait un espace en mémoire dans lequel on va stocker nos données on va utiliser dans notre programme informatique. Maintenant, la syntaxe, on a le nom, c'est-à-dire comment on appelle, euh, comment on déclare en quelque sorte une variable. Pour déclarer une variable, on met le nom de la variable et puis on met le type de la variable. Le nom de la variable, on va définir ce que c'est. Le nom de la variable est un identifiant symbolique utilisé par le programmeur pour désigner chaque variable dans son programme. Donc, pour désigner une variable dans notre programme, n'est-ce pas, on utilise un nom, on utilise un identifiant, n'est-ce pas? Par exemple, moi, il y a un exemple ici que vous allez comprendre de toutes les façons, n'est-ce pas? Pour une variable exprimant, par exemple, le résultat, on va appeler cette variable-là RES, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas tout écrire, c'est trop long. Donc, on met RES, son type. On met deux points, son type, c'est un entier. Ici, ils ont dit quoi? Type de la variable. Ils ont mis type de la variable. Ici, son type, c'est un entier. C'est un nombre entier. Vous voyez, non? Voilà. Et puis, après aussi, on a l'opérant 1. C'est-à-dire, on veut faire un algo qui permet de calculer la somme de deux produits. L'opérant 1, c'est un entier aussi. L'opérant 2, c'est un entier. Donc, déclarer une variable, voici, c'est comme si ici on est dans la mémoire de l'ordinateur. Quand on déclare une variable, c'est comme si on réservait un espace vide en mémoire, n'est-ce pas? Dans lequel après on va stocker des données. On va stocker des données là-dedans. Donc voici nos variables, voici les espaces qu'on a stockés. On dit la réservation de variables correspond à une réservation d'un espace mémoire vide. Vous voyez, non? Un espace mémoire vide dans lequel on va stocker des données. Donc le type de la variable, c'est un type de données d'une variable. Voilà, ça peut être un réel, ça peut être, voilà, on a deux types couramment utilisés. On a les types simples et les types complexes. Les types simples, on a les entiers, les réels, les caractères, les booléens. Les booléens, ce sont les vrais ou faux là. Voilà. On a les caractères ça peut être Yahoo et Loge. Voilà. On a les réels, on a les entiers. Les types complexes sont les chaînes de caractères. Et les caractères, du moins, il y a dit Yahoo et Loge, excusez-moi, les caractères, ça peut être N, ça peut être S, ça peut être T, voilà, comme les caractères que vous connaissez, A, B, C, voilà. Maintenant, les chaînes de caractères, là, c'est Yahoo et Loge, par exemple. Ça peut être Yahoo et Loge, on a les tableaux, puis on a les enregistrements. Un exemple de déclaration de variable, comme vous pouvez le voir ici. On a dit plus haut ici que la syntaxe, c'est quoi? Ici, on déclare les variables dans cette zone-là, dans la zone de déclaration. Voilà. Donc, on a dit la syntaxe. Pour déclarer une variable, c'est le nom de la variable, deux points, type de la variable. Donc ici, dans cette partie-là, on va faire un exemple de déclaration de variables. On veut calculer un algo qui fait la somme de deux nombres, n'est-ce pas? De deux entiers. Donc ici, on a l'opérant 1. C'est un entier. On met deux points entiers. C'est-à-dire on met son nom, deux points entiers. On a l'opérant 2. On met deux points entiers, c'est-à-dire son type, le nom et le type. Le nom, le type, on a le résultat, on a le nom qui est reste et puis on a le type. Ici,
Voici comment on déclare la variable, n'est-ce pas? On met var, on revient à la ligne, on met hop 1, virgule, opérant 2, virgule, résultat 2 points entiers. C'est-à-dire les 3 sont des entiers. Comme les 3 sont des entiers, on les met sur la même ligne et on met 2 points entiers. C'est-à-dire les deux sont identiques. Hein. On pouvait écrire ça comme ça, on pouvait écrire ça comme ça, mais comme eux tous sont de même type, pourquoi ne pas les écrire sur la même ligne au lieu de les écrire sur plusieurs lignes? On met ça sur la même ligne et puis on met 2 points entiers. Mais n'oubliez pas le mot clé var, n'est-ce pas? Comme ici, on met var, puis on fait la déclaration. Voilà. Maintenant, une fois que on a fait la déclaration, lorsque plusieurs variables sont de même type, on peut faire la déclaration sur une même ligne. Voilà, vous connaissez, vous avez compris maintenant ce que c'est qu'une variable. On va attaquer maintenant les constants. Voilà, les constantes. Certaines informations manipulées par un programme ne changent jamais. C'est par exemple le cas de la valeur de pi. Vous voyez, pi c'est une constante, ça ne change pas. La valeur de pi ne va jamais changer. Du nombre maximum d'étudiants dans une promotion, par exemple, lorsqu'une promotion sort, si ils sont 32 étudiants qui sont sortis du master, ça ne va pas augmenter, ça reste comme ça jusqu'à la fin des temps. Hein. On a aussi, ces données ne sont donc pas variables mais constantes. Voilà. Plutôt que de mettre explicitement leur valeur dans le texte du programme, n'est-ce pas? Il est préférable de leur donner un nom symbolique, n'est-ce pas? On parle de constante. Donc voici la syntaxe. Ce sont des constantes, comme vous l'entendez. Voici la syntaxe. Comme on écrit, on met constante, nom de la constante, puis on met égal et puis on met sa valeur. Un exemple, on a la constante pi, le nom de la constante est pi, qui vaut 3,1415. Voilà. Ou intitulé algorithme de programmation, lui aussi c'est une constante. Vous voyez un peu. Remarque, les constantes sont mises en place avant la section de la déclaration des variables, c'est-à-dire les constantes sont mises en place dans cette partie-là, ici, en haut ici. Avant de déclarer les variables, on donne d'abord les constantes, c'est-à-dire ils sont déclarés dans la tête. J'espère que vous avez compris la notion de constante. Voilà. Si vous n'avez pas compris, tapez une constante en algorithme sur YouTube ou bien sûr, voilà, ils vont vous expliquer encore mieux. Ici, on a les instructions. L'affectation. Ça, c'est très important. C'est très important. Elle est utilisée pour renseigner un espace mémoire préalablement réservé. Il s'agit d'affecter un contenu, une valeur à une variable sans passer par le clavier, n'est-ce pas? C'est-à-dire nos espaces mémoire qu'on avait réservés avant, là, nos variables qu'on avait créées. On a dit créer une variable consiste à réserver un espace mémoire, n'est-ce pas? On avait créé nos variables opérant 1, opérant 2 et puis résultat. Donc l'affectation consiste à attribuer une valeur à notre variable, c'est-à-dire à mettre un objet dans la boîte que nous avons dans la boîte vide que nous avons réservée. C'est comme si j'ai pris l'exemple de la bibliothèque, n'est-ce pas? C'est comme si on met une valeur dans notre casier que nous avons réservé. On met un livre dans notre casier que nous avons réservé en quelque sorte. Donc n'oubliez surtout pas ça. Donc ici on a l'exemple qui est là, on a opérand 1, n'est-ce pas? Opérand 1 reçoit 4. Vous voyez, non? Opérand 2 reçoit 5 et le résultat reçoit opérand 1 plus opérand 2. Vous voyez un peu. Donc on va mettre 1 dans opérand 1, on va mettre 4 dans opérand 1 dans l'espace vide qu'on avait réservé avant, on met 4 dedans et ici on met 5. Maintenant dans le résultat on met la somme des deux. Vous voyez, donc ça donne 9. Maintenant les opérateurs qu'on utilise pour faire les calculs, pour faire les instructions en algorithmique, on a les opérateurs arithmétiques. On a les opérateurs arithmétiques qui sont, on a plus, on a moins, on a la multiplication et puis on a la division. La division entière. Exemple, on a 7. Vous voyez, non? On a exemple 7. Et puis on a aussi 7 divise 2, ça nous donne 3. N'est-ce pas? On a modulo, vous connaissez déjà ces opérations de base là.
savez comment ça fonctionne. Maintenant, on a les opérateurs relationnels ou de comparaison, je peux dire aussi. Voilà. On a égal, on a le signe inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal, et puis différent. Donc vous devez connaître ça. Ce sont les opérateurs de base qu'on utilise en algo. Voilà, les opérateurs qu'on utilise en algo. Voilà. Maintenant, ici, on a les instructions, les opérateurs logiques. Donc ici, c'est là que le prof s'est arrêté. Moi, je ne vais pas arrêter dans cette partie-là. Les opérateurs logiques, vous savez ce que c'est. Voilà. Vous connaissez déjà la table de vérité. À vous de bosser ça et puis bon, ça roule. Mais le prof l'a expliqué quand même. Vous savez comment ça fonctionne. On a vu ça en logique mathématique. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on a fait. Le reste, le prof va vous expliquer dans la vidéo. Seulement un seul est vrai. Il n'inclut pas le cas où les deux sont vrais. Donc, vous allez voir qu'il est vrai quand un seul est vrai. Et il exclut le cas où les deux sont vrais. Et quand c'est faux, c'est faux. Maintenant, le non, c'est la négation. Si quelque chose est vrai, son contraire, c'est faux. Si c'est faux, son contraire, ça devient vrai. Ok. Dans le slide que j'ai donné, il y a quelque chose qui a manqué. Hein. C'est ce qu'on appelle l'affectation. Et donc, je vais ouvrir un document Word pour vous expliquer ce que c'est l'affectation. Ok. Supposons par exemple que j'ai ceci. J'ai mis par exemple nombre 1, 2 points entiers. Dès que je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? La machine va créer en mémoire. Je vais faire un petit schéma. Il va créer en mémoire un espace pour nombre 1. Donc voici NB1. Il va créer un espace vide. L'espace vide qui est là, comment je fais pour attribuer un contenu à cet espace vide? Il y a seulement deux méthodes pour attribuer un contenu à un espace vide. Et la première méthode, méthode 1, c'est l'affectation. Et la deuxième méthode, saisie au clavier. Comment se fait l'affectation? Pour faire l'affectation, je vais écrire NB1 reçoit. Une flèche qui est dirigée vers NB1 reçoit par exemple 10. Donc si j'écris NB1 reçoit 10, ça veut dire que j'affecte à NB1 la valeur 10. Donc la zone libre là va recevoir 10. Si après je viens faire encore NB1 reçoit 14 et que ça s'exécute, comme NB1 à la deuxième instruction, dans l'instruction que je mets en jaune là, à cette instruction là, la zone que j'ai réservée n'est plus vide. Donc qu'est-ce qui va se passer? La nouvelle valeur va venir écraser l'ancienne valeur. Donc 10 sera écrasé, je mets du rouge dessus et ce sera remplacé par la nouvelle valeur qui est 14. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que je fais l'affectation sur une zone qui est vide, la valeur vient se mettre. Mais si je fais l'affectation sur une zone qui contient quelque chose, je perds l'ancienne valeur. La nouvelle valeur sera dite écrasée et l'ancienne valeur écrasée, elle est perdue et puis c'est la nouvelle qui reste. Donc chaque fois que vous allez attribuer un contenu à un espace mémoire, il faut faire très attention à ce qu'on appelle l'écrasement. La deuxième méthode pour attribuer un contenu à un espace de mémoire est la séquence. Dans un programme, vous allez demander au programme, dire que vous voulez saisir un nombre. Donc le programme va attendre que vous saisissiez un nombre et que vous validez par la touche Entrée. C'est ce qui va se passer. Et donc ça s'appelle la saisie au clavier. Donc la saisie au clavier, c'est saisir. J'ouvre une parenthèse et puis je mets ma variable NB1. Donc j'efface ici.
comment ça va se passer? Je vous explique comment ça va se passer. Bon, non, je vais laisser d'abord ça. Le premier, je vais reproduire la même chose pour faire un deuxième exemple, pour permettre de voir la différence entre les deux. Si lorsque je fais la saisie, ça va se faire en deux étapes. Je vais subdiviser ici pour permettre de... Donc voici ma variable NBR, voici la mémoire et voici ce qui se passe à l'écran. Donc ici je vais faire comme ça. C'est la mémoire. Ça c'est l'écran de mon ordinateur. Donc lorsque je fais la saisir NB1, voici ce qui se passe. À la première étape, la machine attend, va se mettre à l'écran et attend que je tape quelque chose. Je tape par exemple 12. Le 12 apparaît à l'écran. Mais il n'y a rien qui se passe sur la mémoire. C'est quand je vais appuyer la touche Trait que le 12 va venir se mettre dans la zone que j'ai réservée en mémoire. Donc la saisie au clavier se fait en deux étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'écho à l'écran. Et la deuxième étape, c'est l'assignation à mémoire. Et ce sont uniquement ces deux méthodes-là que vous avez pour effectuer, pour attribuer un contenu à un espace mémoire. Je vais m'arrêter là pour prendre quelques questions avant de continuer. Parce que c'est très important ça. Donc celui qui veut parler, il lève la main, je l'interroge et puis il parle. Ok, éloge, vas-y, ouvre ton micro et parle. Monsieur, vous avez dit dans, comment on appelle ça, dans le devoir d'hier là, vous avez posé la question de savoir quand on déclare une variable, qu'est-ce qui s'est passé si vous avez demandé, je vais afficher la question déjà. Vous dites d'écraser la variable, d'écraser le contenu d'un espace mémoire, de réserver un espace mémoire avec contenu. Monsieur, moi j'ai choisi de réserver un espace mémoire sans contenu. Mais monsieur, vous avez mis faux. Et puis vous avez dit la correction, c'est de réserver un espace mémoire. Vous avez dit c'est de réserver un espace mémoire avec contenu. Non, j'ai mal programmé le QCM. C'est réserver un espace mémoire sans contenu. Je vais corriger. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole? Ok, Vela, Tano, tu as la parole. Tu ouvres ton micro. Okay, et je voulais savoir s'il n'y a pas une autre manière de noter l'affectation. C'est la seule façon de noter l'affectation. La flèche dirigée vers le nom de la variable. Ok, donc je vais arrêter le... Donc je vais... Tchekoura, j'aimerais prendre la parole. Tchekoura, tu as la parole. Vous ne quittez pas, il y a le doyen qui m'appelle. Ok, toutes mes excuses, je suis revenu. Et donc voilà, c'est comme ça se fait la saisie au clavier. Et il est presque 19h, hein. On va juste regarder encore. Et maintenant la saisie au clavier, ça s'accompagne toujours d'un affichage à l'écran. Et donc on peut afficher un message à l'écran, on peut afficher le contenu d'une variable. Et donc sur la base de ces éléments-là... Monsieur, on ne voit pas votre écran. Vous ne voyez pas mon écran, je vais partager maintenant. Excusez, on devait poser une question avant que vous ne continuiez. Donc, je reviens sur la saisie au clavier. Ok. Et voici l'élément qui était là. Quelle question vous voulez? Celui qui veut poser une question, il lève la main. Et je l'interroge. Ok. Eugène, tu as la parole. Après Eugène, il y a Jean, Monsieur. Emmanuel qui a la parole. On commence d'abord par Eugène. Monsieur, je voulais savoir si les deux méthodes peuvent être appliquées dans un seul algorithme. Non, je reprends ta question, j'ai rien entendu. Je voulais savoir, monsieur, si on pouvait mettre les deux méthodes dans un algorithme. Oui, on peut avoir des moments où on peut avoir affectation, il y a des moments où on peut avoir saisie au clavier.
Et tu vas te rendre compte même dans tous les exercices, même ça va dépendre. Il y a des moments où on aura besoin de saisir au clavier, il y a des moments où on aura besoin d'affectation. Les deux D'accord, peuvent merci, exister dans le monsieur. même algorithme. Donc après, Jeanne, c'était qui là? C'était moi, monsieur. Oui, vas-y. Après, c'est Elogne. Bon, monsieur, moi, c'est une vieille question, quoi. C'est pour nous ramener un peu derrière. Oui, ça fait rien, ça fait rien. Ok, Tant c'est que pour ça demander contribue à- si... C'est pour demander si l'algorithme, c'était la base de tous les langages qu'on aurait étudiés plus tard. Ouais, c'est clair. Si tu as compris que l'algorithme est le langage intermédiaire, ça veut dire que l'algorithme, c'est la base de tous les langages que tu vas étudier. Mais qu'est-ce qui va différencier l'algo des autres langages là? L'algorithme, c'est le langage intermédiaire que tu vas traduire maintenant dans n'importe quel autre langage. Mhm. Ce qui va différencier, c'est les langages. Les langages seront différents entre eux. Mais l'algorithme ne va pas changer. C'est la même logique. C'est la même logique. La logique de l'algorithme reste. Maintenant, les langages, c'est comme par exemple le langage français, le langage, j'ai dit le français, le BT, le baoulé et compagnie. Bonjour. Le même bonjour là, c'est la base. Maintenant, si je suis en BT, le bonjour, je vais te le traduire en BT. Si je suis en baoulé, le même. Mais est-ce que le bonjour aura changé? Non, monsieur. Voilà, c'est la même chose. L'algorithme restera immuable. On dit que l'algorithme est dépendant du langage. Maintenant, c'est le langage qui va changer. C'est tout. Merci, monsieur. Éloge. Maintenant, monsieur, moi j'aimerais savoir, est-ce que l'utilisateur peut saisir une constante au clavier? Non, une constante, c'est toujours par affectation. Ok, monsieur, c'est compris. Ouais, Vela Tano, tu ouvres ton micro et tu parles. Monsieur, comme dans l'exercice, dans le TD1, là, Mhm. l'exercice 1 parlait d'une constante. Je voulais savoir s'il n'y a pas une erreur là-bas parce qu'on n'a pas donné la constante à entrer. On n'a pas donné la constante en entrée, le TD1. Ok, je vais regarder. Je vais regarder. Ok, monsieur. Mhm. Ok, bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est 18h59 et comme je suis encore à l'université et je vais très loin, si vous ne voulez pas que je me retrouve dans la main des policiers, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le mercredi. La prochaine séance, ce sera le vendredi à 17h. Le vendredi, on va corriger une bonne partie du TD. 17h, 19h. Donc voilà. Et puis c'est possible aussi que je fasse cours samedi. Donc on retient déjà qu'on se retrouve vendredi. Et si on a bien avancé, si on n'a pas avancé comme je le souhaite, on fera aussi cours samedi. Donc merci à tous d'avoir été présents. Monsieur, Oui, allô, vas-y, Bella, vas-y. je voulais savoir si on peut continuer de poser la TD. Là. Si le délai n'est pas passé, tu peux continuer à déposer. Mais si le délai est passé, c'est fini. Ok, pas de problème. Monsieur, Ok. Oui. monsieur, hier, avant de déposer, hier, on dit que c'était déjà passé de 2 jours, je crois bien. Est-ce que ça ne va pas causer des problèmes? Non, j'avais augmenté le délai. Ah, ok, monsieur, c'est compris. Mais monsieur, votre délai est quand? Je voulais savoir. Je n'ai plus ça en tête. J'ai préparé plusieurs cours. Hein. C'est vous qui devez regarder sur la plateforme et me dire. Monsieur, excusez-moi, mais le délai était pour hier minuit. Bon, minuit d'aujourd'hui plutôt. Oui. Je sais pas trop. Bon, ça fait rien. Je vais regarder ce soir. Je vais augmenter le délai pour que vous puissiez travailler. Je vais ramener jusqu'à vendredi midi. Ça vous va alors? Oui, Ok, monsieur, merci, ça va, monsieur. merci, monsieur. Ok, merci. Monsieur. Ok. Ok. Donc, on se retrouve le vendredi. Et puis, vous Ok. faites une bonne soirée. Merci, bonne monsieur, à vous de soirée. même. Merci beaucoup, monsieur. On a dit 17h, 19h.